Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cet autre rendez-vous de cette émission 237, Le Débat sur Equinox Télévision. Le débat ce jour se déporte en grande partie hors de nos frontières. Nous allons nous rendre du côté du Burkina Faso. Question de nous intéresser à la situation de ce côté-là avec les multiples rebondissements observés depuis ces derniers temps au sein de l'appareil étatique burkinabé. D'aucuns disent que l'instabilité politique de ce pays de l'Afrique de l'Ouest parle à l'Afrique entière et notamment au Cameroun. Le Cameroun sous les perfusions permanentes du chef de l'État à travers ses aides magnanimes. Et le Cameroun est-il donc à l'abri des situations telles celles observées du côté du Burkina Faso, bien plus que peut retenir l'Afrique de ce qui se passe actuellement de ce côté-là. Voilà quelques éléments qui rentrent dans le conducteur du débat que nous allons mener ce soir, débat qui se consacrera tout aussi, en tout cas qui consacrera quelques minutes au contenu des cours d'histoire dans l'enseignement du Cameroun, puisqu'il faut dire que tout ce qui se passe du côté du Burkina Faso relève de l'histoire et forcément cette histoire devrait se retrouver dans les manuels scolaires. 237 le débat, place au débat, ce sera dans quelques instants avec nos invités qui sont déjà installés. Des invités installés avec un présentateur qui a donc une apparence hors du commun. Voilà, on va pouvoir l'accepter ainsi. C'est la force des choses. Monsieur Ekane Anissé, homme politique du Manidem, transfuge de l'UPC. Ekane Anissé, monsieur le président, voilà, c'est comme ça qu'on continue à l'appeler. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je ne suis pas un transfuge de l'UPC. Je suis un UPCiste authentique. L'UPCisme, c'est une philosophie dans laquelle se retrouvent des patriotes conséquents. Je suis membre du Mandem, parti authentiquement UPCiste. Voilà. Bonsoir aux téléspectateurs. La précision, et ce n'est pas la première fois que c'est dit, c'est important de le rappeler. On va dire bonsoir au professeur Kankumo, qui lui est historien, enseignant d'histoire donc à l'université. Voilà, en tout cas, professeur Kankumo, bienvenue à vous. Merci. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Equinox. Bonsoir aux panélistes. J'espère que ce débat nous permettra de pouvoir éclairer les uns et les autres et les satisfaire d'une manière ou d'une autre également. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. On va dire bonsoir au journaliste Alex Gustave Azebazé. Bienvenue à vous. Bonsoir Eric. Bonsoir Anissé, bonsoir professeur, bonsoir tous les spectateurs de Equinox Télévision. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec mes amis, compatriotes sur cette actualité brûlante qui intéresse pas mal de Camerounais, pas mal d'Africains et au-delà, ceux qui s'intéressent aux évolutions politiques et constitutionnelles surtout. Voilà, et probablement dans quelques instants, nous retrouverons le quatrième invité ou la quatrième personne constituant ce panel, à savoir M. Jean-Michel Tekam, qui lui aussi est homme politique. Pour l'instant, messieurs, chers invités, je vous invite à suivre ce reportage d'entame. Ma question donc de planter le décor. Bienvenue une fois encore à tous et à chacun. Août 1984, que la Haute-Volta est baptisée Burkina Faso, ce qui signifie littéralement pays des hommes intègres. Une intégrité qui relève du pur slogan si l'on se réfère aux multiples coups bas au sommet de l'État, aux révolutions à répétition ou encore aux nombreux coups d'État ayant marqué l'histoire politique de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est le 30 décembre 1959 que le pays anciennement appelé Haute-Volta accède à l'indépendance. Quelques mois avant, l'ancienne colonie française avait pris le soin de se retirer du projet de fédération du Mali, un projet devant englober le Sénégal, le Dahomey, aujourd'hui Bénin, le Soudan français et la Haute-Volta. Maurice Yaméogo, tout premier chef du gouvernement, est vite remplacé par Ouzan Coulibaly, qui par la suite deviendra premier président de la République voltaïque. Le train de vie de ce dernier, sa vie privée marquée par de nombreuses frasques, l'augmentation constante des impôts pousse la population à se soulever et à crier son ras-le-bol. Ce dernier démissionne le 3 janvier 1966. Le 6 janvier de la même année,
Le lieutenant-colonel Aboubakar Sangouli Lamizana prend le pouvoir et instaure un régime militaire et autoritaire. Il supprime les partis politiques. Les années qui suivent voient sa politique s'assouplir. Les choses iront ainsi jusqu'en février 1974, lorsqu'il est lui-même l'auteur d'un autre coup de force. Il dissout à nouveau les partis politiques et toutes les institutions. Il organise une élection en 1978, élection qu'il remporte logiquement. Son règne sans partage se poursuit jusqu'en 1980, année au cours de laquelle partis politiques, syndicats et sociétés civiles voltaïques organisent une grève générale de paralyser le pays. L'armée intervient le 25 novembre 1980, excédée par la situation économique, politique et sociale du pays. C'est le colonel Saïd Zerbo qui occupe les devants, lui qui est à la tête du comité militaire de redressement pour le progrès national. Le colonel Zerbo dirigera le pays tant bien que mal durant 1 an et quelques mois seulement, car le 7 novembre 1982, il est renversé par le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo qui met en place le Conseil provisoire du salut du peuple. Il nomme Thomas Sankara Premier ministre. 6 mois après, ce dernier est arrêté et emprisonné. Nous sommes le 17 mai 1983. Le 4 août 1983, l'armée se soulève avec pour principal instigateur le commandant Jean-Baptiste Boubacarry Zingani. Il a à ses côtés les capitaines Blaise Compaoré, Thomas Sankara et Henri Songo. Ils mettent en place le Conseil national pour la révolution. Thomas Sankara devient président de la République. Il garde le portefeuille de ministre de l'Intérieur et de ministre de la Sécurité. 1 an plus tard, il baptise la Haute-Volta Burkina Faso. De 1983 à 1987, il tente d'impulser une nouvelle dynamique sociale, politique et économique au pays. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné par des frères d'armes. Blaise Compaoré, qui le remplace, dissout le Conseil national de la Révolution et crée un parti politique dénommé Front populaire. Il régnera sans partage 27 ans durant avant de démissionner le 31 octobre 2014 en raison d'un soulèvement populaire s'opposant à la modification de la Constitution voulue par lui et les siens afin de sauter le verrou de la limitation des mandats pour lui permettre de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle. Michel Kafando est désigné pour gérer la transition d'1 an avec pour Premier ministre Isaac Zida. Le 17 septembre 2015, Michel Kafando et Isaac Zida sont pris en otage par le régiment pour la sécurité présidentielle. Dans la foulée, le général Diendéré est nommé président d'une nouvelle transition malgré l'opposition de la population qui manifeste. Le mardi 23 septembre 2015, Michel Kafando est rétabli dans ses fonctions de président de la transition après la capitulation des putschistes du RSP. L'on dénombre depuis l'indépendance du Burkina Faso une dizaine de soulèvements populaires et de coups d'État ayant entraîné des changements de régime politique. L'armée toute puissante semble, selon certains analystes, n'être jamais loin de ce pouvoir qui est présenté par certains comme sa chasse gardée. Entre 1959 et 2015, l'on compte 7 hommes en tenue sur les 9 dirigeants s'étant succédés au pouvoir. Une situation qui traduit une certaine précarité politique, une faiblesse des institutions du Burkina Faso. Malgré la transition présente qui devrait aboutir à l'élection d'un civil à la tête de l'État, l'armée habituée à gouverner semble rester aux aguets. L'armée semble rester aux aguets, donc du côté du Burkina Faso. Et donc, on comprend que dans ce pays, l'instabilité, c'est quelque chose d'assez constant. Comment comprendre déjà cette situation, M. Ekanenissi? Non, je voulais quand même faire quelques rectificatifs. Compaoré n'a pas démissionné, il a été chassé du pouvoir. Il faut dire les choses comme elles se sont passées. Parce que c'est de la manipulation de dire que Compaoré a démissionné. Il a été chassé du pouvoir et il a fui comme un rat fuit. Première chose. Deuxièmement, le pays des hommes intègres, c'est une vision politique de Sankara. Et aujourd'hui, justement, ce qui se passe au Burkina montre bien que c'est du sankarisme sans Sankara. L'ombre de Sankara est toujours présente dans ce pays. Et tant mieux pour ce qui va se passer. Je n'ai pas le sentiment que la situation au Burkina, malgré tous ces épisodes, est plus grave que dans nos pays qui semblent avoir
une paix superficielle, relative. Je crois plutôt que, comme le disait un ministre français, parlant de ce que la transition a fait là, qu'il y a une dérive sankariste. Parce que déterrer le corps de Sankara, c'est la dérive sankariste. Mais la dérive sankariste, c'est la conscientisation des Burkinabés. C'est le fait que ce peuple, malgré les dictatures, malgré toutes ces vicissitudes, a conservé une certaine conscience politique et n'accepte plus n'importe quoi. Et ça, c'est bien la liberté, le progrès social, la démocratie. Tout ça, ça s'enfonce dans la douleur. Et les sacrifices, ça ne tombe pas du ciel. Ceux qui disent aux Africains que ça va venir, non, on arrache la liberté, on fait des sacrifices. Il y a un proverbe chinois qui dit que l'arbre de la paix est toujours tacheté de sang. Il faut que le peuple se prépare à se battre pour sa liberté. N'empêche, Alex Gustave, que par rapport à ce que dit M. Canet, on note que au-delà des soulèvements populaires, il y a à chaque fois ou plusieurs fois l'intervention de l'armée. Je ne pense pas que ce soit exclusif au Burkina Faso. Ce que, à l'époque coloniale, on appelait la Haute-Volta, puis Dahomey. Non. Dans tous les systèmes politiques très peu ouverts au partage du pouvoir. Partage du pouvoir non pas entre les individus, mais entre différentes institutions qui se tiennent. Le Parlement, l'exécutif, le judiciaire, la société en tant que ces différents corps intermédiaires, les médias, les syndicats, ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, il est tout à fait compréhensible, je ne dis pas normal, que l'institution ou le corps, parce que je ne considère pas l'armée comme une institution, j'entends souvent appeler l'armée une institution. Bon, parce qu'elle existe comme corps de l'administration publique, mais spécialisée dans la protection des frontières et parfois s'ingère dans le jeu politique, comme on en parle là au Burkina Faso. On a pris l'habitude d'appeler l'armée l'institution militaire. Je relativise cela. Quand je finis de dire ça, je dis, le Burkina Faso nous aide à constater que quand un peuple ou des populations ont une conscience extrêmement forte de leur rôle dans la définition de leur avenir, ils sont prêts, quelles que soient les tentatives de retour en arrière, à s'investir, à s'engager, jusqu'à trouver le point d'équilibre qui serait un gouvernement, quand je dis un gouvernement, des structures publiques, des institutions publiques qui sont effectivement représentatives de la volonté populaire, non pas d'un groupe qui s'impose par les armes ou par l'accompagnement de forces extérieures. Je ne dis pas que tout ce qui se passe, il n'y a aucun pays où les élections, quand bien les élections auraient lieu, il n'y a pas d'influence extérieure qui peut être relative en fonction du niveau d'appropriation des pratiques démocratiques, des pratiques d'exercice de la souveraineté qui appartiennent prioritairement à l'individu citoyen. J'ai suivi le reportage. Là où je suis un peu amusé, c'est d'entendre dire que le Burkina Faso est instable, le Burkina Faso vit une instabilité chronique. Mais c'est quoi la stabilité? Si la stabilité, c'est des pays où les citoyens ne peuvent pas s'exprimer. Moi, je vous dis, je préfère un pays où les citoyens s'expriment, vont dans la rue, demandent des comptes à leur gouvernement, demandent des comptes à leur chef d'entreprise, demandent des comptes à... Je dis, mais à leur chef de famille... On n'arrête pas Bikoko. On n'arrête pas un leader syndical. On va faire allusion. Dans quelques instants au cas. Et l'évolution actuelle, oui. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, l'un des points qui semble et qui pourrait être un point d'accord, c'est qu'au sortir, cette transition va s'achever sans un militaire dans l'équipe de transition qui va conduire le pays aux élections. Si pour vous, ce n'est pas un acquis, quel que soit ce qu'on peut penser du lieutenant-colonel Zida, je constate que depuis le premier coup d'État
des années 59, ou en tout cas après les indépendances, jusqu'à il y a jusqu'à la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière, les militaires ont toujours joué un rôle extrêmement important. Alors, si on sort de cette crise comment je vais dire, en les écartant, renvoyant les militaires, mais ce qui ne sera pas peut-être une garantie qu'ils ne reviennent pas. Je vous en prie. Oui. Moi, je préfère terminer sur ce point. Oui. Parce que l'un des débats qui va nous opposer ou opposer certains Camerounais à d'autres, c'est de penser qu'on construit une démocratie en un jour, ou qu'on construit un système institutionnel qui s'assoit sur ses propres capacités d'autogestion et d'autorégulation en un jour. Personnellement, et l'expérience que j'ai d'autres systèmes, je prends toujours un exemple, la Révolution française a eu lieu en 1789, mais c'est en 1799 qu'il y a eu un début de stabilité politique. Alors, je vais prendre un mot de ce qui se passe au Burkina Faso ne me ferait pas de tout. Il y a une évolution qui renforce justement le pouvoir du peuple sur la définition comment je dis, de son avenir. Alors, professeur Kankumo, cette multiplicité de révolutions, on compte près de 9 révolutions avec pour instigateurs les militaires ou l'armée d'un côté et de l'autre. Parfois, c'est la population qui initie ces révolutions. Comment est-ce que vous l'analysez? Les deux premiers intervenants semblent dire c'est une bonne chose. Du point de vue historique, en ce qui concerne l'émission des militaires, de l'armée, dans les institutions politiques, ce qui s'est produit au Burkina Faso ces derniers jours m'amène à classer les types de coups d'État militaires en deux catégories. Les coups d'État militaires positifs et les coups d'État militaires négatifs. Comment cela? Les coups d'État militaires, même si d'emblée on peut condamner cela, dans un certain sens et du point de vue historique, il y a des coups d'État militaires qui ont été extrêmement positifs pour l'évolution des États. Et en cela, il va falloir prendre des exemples concrets. Le coup d'État militaire en Égypte, avec les officiers, parmi lesquels Nasser, c'était un coup d'État vraiment salutaire. Parce que l'objectif visé par un coup d'État, lorsque ces objectifs vont dans le sens de l'amélioration de la condition du peuple, lorsque ces objectifs visent la souveraineté d'un État, en ce moment-là, il faut saluer ce genre de coup d'État. Dans la mesure où ces coups d'État mettent fin à une certaine immixtion de l'extérieur de manière encombrante dans la gestion des États. Seulement que dans le cas du Burkina, il y a cette répétition et on a l'impression qu'à chaque fois on recommence. J'en viens. Et pour le cas de l'Égypte, c'était compréhensible et les résultats sont là. Si l'on prend le cas du Burkina, il y a eu plusieurs coups d'État militaires, mais le seul coup d'État militaire qui a pu donner une conscience nationale qui reste jusqu'aujourd'hui, c'est le coup d'État militaire de 1983. Et avec Sankara. Pourquoi? Parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir avaient dans le groupe des putschistes des hommes, ou bien un homme qui avait une vision à la fois endogène, nationaliste et progressiste pour la population, pour l'État, pour la nation burkinabé. Déjà, le fait de transformer le nom, de changer le nom pour donner un nom approprié, c'est-à-dire un typonyme propre, c'est quelque chose. Et cela est à l'avantage de Sankara. Et ce n'est pas tout. Une révolution ne peut avoir de sens que lorsque cette révolution prépare la conscience de la population, du peuple. Et c'est en cela que Sankara est, dans l'histoire de Burkina, un personnage qui sera marqué d'une pierre d'or, qui est et qui sera. Parce que les traces de des frontières du Burkina. Les traces de Sankara dans le pays et hors du pays sont telles qu'il est impossible de les effacer. Voilà. Vous savez, la révolution, c'est un processus. Il n'y a pas plusieurs révolutions au Burkina. Le Burkina est en révolution. Il y a des épisodes. En révolution permanente. Ah oui, c'est un processus. Mais c'est un processus. Depuis la démocratisation est un processus. Depuis 1960.
Mais voyez-vous, Azebazan dit tout à l'heure, l'histoire d'un peuple se construit en décennies, en siècles. Et celle du Burkina est contemporaine. C'est rien, 25 ans dans l'histoire d'un peuple. Ce sont les épisodes, ce sont des sauts quantitatifs et certains qualitatifs. Par exemple, celui de Sankara. On tire toujours l'expérience des situations comme celle. En même temps, Monsieur le Président, quand vous Rapidement. évoquez le cas Sankara, combien, on a parlé de près de 9 révolutions, combien sont autant positives au Burkina que celle-là? Non, c'est parce qu'il y a eu des mauvais coups d'État avant que le coup d'État de Sankara est ce qu'il est, c'est-à-dire positif, un bon qualitatif par rapport aux autres. C'est ça. Il faut voir les événements de façon dialectique. Vous savez, dans l'évolution d'une société, ce qui se fait de mal influe sur ce qui se fait de bien. Et c'est le bien et le mal ensemble qui donnent une résultante plus ou moins positive. C'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous dire, quand vous rencontrez les Burkinabés, moi j'en rencontre souvent, ils n'envient pas la situation de notre pays. Hein. Ah, pas du tout. Ils vous disent, mais vous faites quoi? Vous dormez? Ils disent pas que c'est calme chez vous. Pas du tout, du tout. Ils se posent la question, comment le grand peuple camerounais arrive à se complaire entre griffes. Parce que bon, il y a des explications dans cette soi-disant stabilité politique de paix des cimetières. C'est ça. Les Burkinabés sont fiers de ce qu'ils font dans leur pays. Il faut le dire ainsi. Sinon, on va tenter d'affoler les gens. Vous êtes dans un havre de paix. Pas du tout. On est dans une paix de cimetière par rapport à ce qui se passe à la vivacité de la vie politique au Burkina. Et je vais terminer avec ça. L'avantage de l'Afrique de l'Ouest par rapport à l'Afrique centrale et principalement au Cameroun, c'est que la société civile, les organisations civiles ont survécu à la dictature dans ces pays, en Afrique de l'Ouest. Les syndicats, les associations. Chez nous, Aïdjo a tout rasé. Tout. Même le Ngondo, les associations traditionnelles, tout rasé. Donc les relais de la société posent problème aujourd'hui. Et comme on a la tête de l'opposition, des dirigeants qui ne comprennent pas la nécessité des relais sociaux, forcément il y a des handicaps à créer une dynamique populaire de victoire dans notre pays. Alors, vous intervenez et on avance, Alex Jussa. C'est dommage. Votre émission risque d'être à sens unique parce que manifestement, au-delà peut-être des nuances, nous, la perception que nous avons de ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas la perception que je lis que j'entends par les gens qui ne connaissent de l'histoire que ce qui Une chose est sûre, Alex, c'est que le Camerounais soit taxé de très pondéré, de personnes qui n'aiment pas qui n'aiment pas vivre ce type de situation. Moi qui vous parle, peut-être le Camerounais qui n'est jamais sorti du Cameroun, le Camerounais qui est à l'extérieur, le Camerounais est réputé, je ne dis pas pondéré, même vindicatif, il est individuellement réputé être souvent parmi les meilleurs. Mais collectivement, nous sommes devenus la risée, je dis bien la risée de tous les autres peuples, que ce soit en Afrique, peut-être moi en Afrique centrale. Oui. Pourquoi M. Kane a commencé un début d'explication. Sous le parti unique, ou bien pendant la période du parti unique, mais il y a plein de syndicats jaunes, fomentés par les préfets, les sous-préfets. On a fait table rase de, comment je le dis, du développement ou de l'existence des organisations sociales comme élément de structuration même de la vie des populations. On a pensé que l'État là, l'État centralisé, qui est perché quelque part là-bas à Yaoundé, et qui a des relais administratifs locaux qui s'appellent délégués provinciaux ou régionaux ici ou ça, qui peuvent organiser le développement d'une société, ou qui peuvent... Malheureusement, qu'est-ce qu'ils sont? Il faut le dire, le type d'État que nous avons est un État qui est essentiellement tourné à servir les intérieurs d'un groupe extrêmement minoritaire, sans se poser des questions sur comment vivent les autres, la très grande majorité. Le Cameroun aujourd'hui a une population d'un peu plus de, officiellement 22 millions, mais certaines estimations parlent déjà de 24-25 millions. Mais vous verrez très peu de plans qui sont faits dans ce pays avec
des structures qui tiennent compte des besoins différenciés ou des besoins différenciés de chaque région. Or, dans le pays comme le Burkina Faso, même si comparé, moi j'ai été au Burkina Faso, si je parle du Burkina Faso avec une certaine art et une certaine force, c'est que j'ai vu un système où la société civile, la société civile est vivante. Ce n'est pas des gens qui portent les belles vestes comme nous on fait ici. Comme toi. Comme nous on fait, comme la Anissé, comme le professeur Kamkumo. Mais c'est des bons hommes qui sont engagés. Ils ont intégré. Et moi, je ne dis pas qu'ils sont plus avancés parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Il y a un contexte politique, un contexte historique. Anissé l'a dit tout à l'heure, au Cameroun, pendant qu'on bannissait, Aïdjo a fait très mal à ce pays. Même si de temps en temps on regrette, vu le niveau d'anarchie qu'on vit parfois dans notre pays. De temps en temps, il y a des groupes au Cameroun qui regrettent la période d'Aïdjo, je ne sais pas trop pourquoi. Mais je constate que nous sommes dans un pays où, hors de l'administration, rien n'existe. Où on t'a fait croire qu'hors de l'administration, rien ne doit exister. Pourtant, dans ces pays-là, moi je vais vous dire, le monsieur qui est président du Conseil national de transition, il n'a jamais passé une seule journée dans l'administration. C'est un journaliste qui a fait toute sa vie dans le secteur privé et la société civile. Hein. Le président Kafando, le président de la transition, c'est un diplomate à la retraite. Mais il a quitté l'administration, il a passé un bon bout de temps à faire ses propres activités comme consultant dans le secteur civil et privé. En dehors du militaire qui est dans le trio, en tout cas le trio de la transition, parce qu'en fait, dans l'ordre institutionnel, on devait dire le dieu de l'institution, l'exécutif et le parlement de transition. Aujourd'hui, on a tendance à parler du trio parce que les gens pensent que le militaire est très important. Je dis que, en tout cas, la crise actuelle a permis de remettre au centre du jeu ce qui aurait dû être le président de transition, un civil, et le président du parlement de transition, un autre civil, et les militaires vont aller faire le travail pour lequel ils sont payés. Alors, professeur Kamkumo, d'aucuns estiment tout aussi que ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, question d'établir un parallèle avec le Cameroun, est la résultante ou la conséquence aussi de la longévité au pouvoir de M. Blaise Compaoré. Rappelons quand même que c'est 27 ans au pouvoir, transition mal préparée, départ mal préparé. Et c'est à ce niveau qu'on va rejoindre quelque peu Anissé Kané qui disait oui, il a été chassé ou alors il a été forcé à démissionner. Je pense que c'est la réalité. Oui, c'est la réalité, on ne refuse pas. Alors, professeur. Je pose quand même la question. Je ne sais pas, nous sommes journalistes, toi et moi. Oui. Non, attends. Vraiment, réglons une fois cette question. Il a été chassé. Je ne sais pas si c'est sémantique ou quoi. Il a été chassé. Vous savez comment la démission se fait. Il a été chassé. Tombons d'accord et on avance. Il a été chassé. Mais un peuple était dans la rue. Un type a été contraint à démissionner. Vous dites qu'il a démissionné. Il a chassé, il y a démission qui rentre. Puisqu'il était au Parlement en train de changer la Constitution. Professeur Kakumo, le parallèle avec le Cameroun, conséquence de cette longévité de comparer au pouvoir. Il peut y avoir un parallélisme avec le Cameroun, mais il y a des choses qu'il faudrait expliquer. Ce qu'il faut expliquer, c'est l'origine de la nature du politique au Burkina par rapport au Cameroun. Ça fait deux mondes différents. Au Burkina, il est bien vrai qu'il y a eu la pesanteur de la France, mais cette pesanteur de la France a été beaucoup plus déterminante au Cameroun. Les hommes politiques au Cameroun depuis l'indépendance et bien avant l'indépendance ont été formatés au moule de la France. C'est là tout le problème du Cameroun. Tant qu'on n'aura pas démoulé ou déformaté ce que la France a fait au Cameroun, la vie politique au Cameroun prendra un peu du temps pour pouvoir s'arrimer à la nouvelle donne qui consiste à ce que les hommes politiques ou les leaders politiques puissent d'abord penser pour le peuple et non penser pour eux. Pourquoi? Parce que la France a mis sur pied, une fois que l'Allemagne a été chassée, un système extrêmement vicieux qui consistait à recadrer les indigènes au Cameroun et à faire en sorte qu'ils n'émanent de la part des citoyens camerounais
aucune velléité pouvant permettre de mettre en cause l'hégémonie, la prédominance et naturellement l'oppression de la France. Et la France a utilisé tous les moyens pour pouvoir écarter avec tout ce qu'il y a de cynisme, tous ceux qui pouvaient penser autrement que de la vision impulsée par la France. Et c'est la raison pour laquelle ce qu'on dit est totalement différent de la réalité politique pendant la période coloniale et après la période coloniale. Le véritable problème du Cameroun, c'est que le Cameroun a mal à son histoire. Et tant que le Cameroun ne pourra pas se réconcilier avec son histoire, il y aura toujours des éléments qui nous permettront de vivre de manière insidieuse et de manière dégoûtante. Pourquoi? Pour dire en termes de parallèle avec le Burkina, que côté Cameroun, ils sont formatés, et côté Burkina Faso, il y a eu un éveil de conscience nationaliste, un éveil de conscience nationaliste que la France n'a pas pu transformer dans le sens qui lui était favorable. Elle a essayé comme partout, mais il y a eu des résistances, et ces résistances ont laissé des brèches qui ont permis par la suite à un certain nombre de citoyens burkinabés de continuer à revendiquer ce qui leur est de droit, c'est-à-dire la souveraineté, la liberté par rapport aux pressions ou par rapport à la pesanteur extérieure. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Parce que lorsque vous prenez l'évolution politique du Cameroun pendant la période coloniale, ce sont les Camerounais qui se sont ligués pour une bonne partie avec la France pour détruire complètement toute velléité indépendantiste. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui accèdent à l'indépendance au Cameroun et qui prennent le pouvoir sont ceux-là même qui luttaient pour que la pérennisation de la colonisation reste. De le concept peut-être de meilleur élève sorti plus tard. Alors, Ekananissé, sur cette question de parallélisme, comparer 27 ans au pouvoir, donc on estime que cela a aussi d'une certaine façon contribué, au vu de le refus de préparer un dauphin, contribué à la situation que l'on observe aujourd'hui. Non, c'est périphérique, c'est pas ça. Ce que le professeur vient de dire est fondamental. Voyez, dans l'Algérie, on est peut-être le seul pays dans le précaré français qui se soit battu avec des armes, et la victoire arrachée et donnée au corps à ceux qui étaient contre l'indépendance. En Algérie, le FLN est pourri dans l'appareil, mais il y a une conscience nationale forte. Les gens ont été formatés à la lutte et à la victoire contre le colon. À l'autodétermination. En Angola, le MPLA est pourri, mais il y a quand même une conscience, etc. Chez Mugabe, pareil, même s'il y a des imperfections, il y a une conscience. Alors que dans notre pays, dès que la France a cédé par rapport à l'indépendance, elle s'est mise à travers des Camerounais, il faut le dire, à travers des Camerounais, à déconstruire la conscience nationale. De telle sorte que ce que les Camerounais acceptent plus facilement, c'est ahurissant. Quand j'ai regardé, quand on fait des études supérieures, Cameroun était un label. Mais avec ce label Cameroun, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Bon, pour en revenir moi je dis à ce que cette transition donne comme leçon, la première chose, moi je veux dire, c'est que, Azébazé a dit tout à l'heure, les forces militaires, les gardes présidentiels, etc., c'est du pipi, si on peut le dire. On a eu l'espérance en 1984, on a dit que la garde républicaine était fantastique. Lorsque les Titus et Bogo sont venus, les Tondais, les d'autres, mais c'était la débandade de la garde républicaine d'Aïdjo. Pourtant, on disait qu'elle était puissante, forte. On a vu Ndiendere avoir une trouille terrible lorsqu'on a dit que la mer arrive. Pourquoi? Parce que malgré les avantages que ces gars prétoriennes ont, c'est quand même des êtres humains. Et il y a des patriotes là-dedans. Et Mao disait que l'arme fondamentale d'une armée,
c'est la conviction de son combat, que ce combat est juste. Lorsqu'on fait faire à l'armée, aux gardes prétoriennes, y compris même à l'armée républicaine, des choses, j'ai dit inhumaines, ou qui ne correspondent pas à ce que l'être humain a de fort dans son humanité, forcément, c'est des tigres en papier, comme disait Mao. Et ça doit interpeller nos peuples en disant qu'il ne faut pas se contenter de cette fabrication des armées prétoriennes, des gardes républicains, du BIR, etc. Quand le peuple doit se mettre en ordre de bataille, il le fera. Première chose. Deuxième chose, en tout état de cause, les avancées, s'il y a des avancées, il y aura des reculs. Le pauvre Zimbabwéen que j'en parle souvent, c'est que la route qui mène à la victoire, elle est toujours parsemée d'embûches. Et ces embûches-là, elles font partie de la lutte. Et je crois que ça doit interpeller les Camerounais. Et le rôle de ceux qui se disent patriotes, c'est de préparer progressivement, mais de façon inéluctable, notre peuple à se mettre à la disposition de la nation. Pour rester dans votre sens, l'armée du côté du Burkina Faso a-t-elle finalement autant pris conscience que le peuple? Non, même dans la situation actuelle, l'armée n'avait pas beaucoup de choix. On dit choix. Mais la conscience patriotique de l'armée ne fout pas le camp. C'est un contexte. C'est cette même armée qui brutalise les gens lors des manifestations quand il y a Compaoré. C'est la même armée aujourd'hui qui est en train de faire les moyens politiques pour faire partie les gens de Compaoré. Et donc, le rôle de cette armée, une fois encore, en parallélisme avec le Cameroun. Bon, Anissa peut expliquer cette sorte de... Je sais, il n'y a même pas de dualité. Je vais dire, moi j'ai entendu les gens dire, personnellement, je n'ai aucun respect particulier pour les acteurs d'une institution publique qui utilisent les ressources. Les hommes, c'est les ressources, le matériel, c'est les ressources, l'argent, c'est-à-dire les budgets, c'est les ressources, à des fins autres que celles pour lesquelles fondamentalement ces missions leur sont destinées. Une armée qui fait autre chose que défendre l'intégrité, les frontières du territoire, quel que soit son prétendu professionnalisme, est une armée de brigands. À ce niveau, l'armée camerounaise est appréciée. Je ne sais pas. Mais tant qu'elle défendra les intérêts du peuple comme l'intérêt général, elle aura le moral pour le faire. Mais dès qu'elle va rentrer dans une spirale, en tout cas, jusqu'ici on dit elle a tous les avantages, elle a ciel, mais c'est... Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez l'armée camerounaise. D'ailleurs, c'est l'une des armées les plus satellisées. Je ne suis pas expert militaire, mais je peux vous dire que dans une situation comme celle du Burkina Faso, il serait difficile que quelqu'un qui au Cameroun est chef d'état-major des armées, il dit je réunis tous les chefs de corps en dehors du chef de la garde présidentielle et puis ils vont dans le même sens. Ils viennent s'asseoir pour parler avec lui, vraiment. Et la réforme de l'armée de 2001 était destinée à créer ce genre. C'est pour ça que c'était un peu compliqué quand nous, la presse, on se battait pour obtenir les textes et les publier. Vous vous souvenez que nous, moi je suis membre fondateur de l'UJC, nous avons mené une bataille dure pour faire libérer un de nos confrères, le DP, le directeur de publication de mutation à l'époque, qui est aujourd'hui président de la Fédération de presse, qui avait publié les principaux textes de la réforme de l'armée. Donc, certains ont pensé qu'il s'agissait d'un secret militaire, mais il n'y avait pas de secret militaire là-dedans. Simplement, ces textes-là, quand vous les lisez, vous vous rendiez compte que il est impossible d'avoir une hiérarchie militaire centralisée. Les corps sont satellisés, chacun répond même s'ils répondent d'une même autorité politique, qui est le chef de l'État, qui délègue souvent ses fonctions au ministre de la Défense. Et quand on a fini de dire ça, je continue à le dire. Ce que je dis pour l'armée, je le dis de la magistrature, je le dis de la préfectorale, je le dis
des médias de service public, que quand les Camerounais, quand les ressources collectives camerounaises sont mobilisées pour une fonction, pour une tâche, chacun doit savoir qu'il doit d'abord servir le Cameroun. Pas seulement celui qui dit être son chef ou son directeur. Même si le principe du respect de la hiérarchie est un principe classique dans le fonctionnement des administrations, y compris les administrations privées, y compris même dans les familles. Et alors, enfin, la question des gardes républicaines ou présidentielles. Vous savez, les noms changent en fonction de... contexte des pays. Au Congo, sous Mobutu, ça s'appelait quoi? Ça s'appelait un truc, une unité présidentielle, quelque chose comme ça. Et je vous rappelle que le jour où les gars de Kabila ont un peu avancé comme ça, là, ces gars-là, ils ont pris la poudre ils sont mis à poursuivre, y compris l'avion de comment il s'appelle, Mobutu, qui était en train de... qui avait obtenu qu'on le transfère en exil, en truc. Donc pour dire quoi, Anissa dit une chose qui est fondamentale. Il n'est pas... Il n'est de l'intérêt de personne, ou en tout cas d'aucun chef de famille, que son voisin ait l'impression qu'il est un assassin. Alors, professeur Kankumo, l'exemplarité. L'accident peut se produire, tu peux être au volant de la voiture, tu fais l'accident, mais quand tu prends une arme pour... L'exemplarité au niveau de l'armée camerounaise, puisqu'on est dans une logique de parallèle, l'exemplarité, on parle de près de 7 soulèvements du côté du Burkina Faso, et Kane Anissé, lui, on pense que c'est une prise de conscience, même au niveau de cette armée. Au niveau du Cameroun, non. C'est beaucoup de loyalisme, beaucoup de droiture de cette armée vis-à-vis de sa hiérarchie. Il est difficile. Il est difficile de faire un parallélisme total entre les deux armées. Je répète, au Cameroun, l'armée est le prolongement de l'armée coloniale. L'armée coloniale avait comme principal ennemi le peuple. L'armée camerounaise, à l'indépendance, a gardé la même vision. Le premier ennemi de l'armée camerounaise, c'était le peuple. C'est maintenant, c'est-à-dire depuis quelques années seulement, que l'armée camerounaise prend de plus en plus conscience du fait que le véritable ennemi, c'est l'extérieur et non le peuple. Son rôle premier n'est pas de participer à la répression comme ça a été le cas, de participer à la torture comme ça a été le cas depuis les indépendances, mais plutôt de sécuriser la population et naturellement de participer au développement de l'État dans les dispositions et les moyens qui sont les leurs. Ça, c'est la nouvelle approche de l'armée camerounaise. Ce n'était pas le cas il y a de cela quelques années. De la manière suivante, dans n'importe quel corps d'armée, le réflexe de la crainte ou le réflexe de considérer l'autre, c'est-à-dire le civil, comme un homme dangereux, comme une personne dangereuse, comme un élément dangereux, ce réflexe, il est encore conservé aujourd'hui dans bon nombre de corps et pour beaucoup d'officiers et de sous-officiers. C'est un travail de fond. Et ce travail, avec ce qui est en train de se produire maintenant, le phénomène de Boko Haram, et puis bien d'autres, ça transforme progressivement la mentalité du soldat camerounais. Et il faut un travail en profondeur pour le politique. Et ici au Cameroun, il est bien vrai qu'avec la tentative du coup d'État de 1984, l'armée a voulu s'immiscer dans le domaine politique. Bon, mais c'était un coup foireux pour la simple raison que ceux qui avaient tenté cela avaient très mal apprécié les choses. Et en 1984, il y a eu un réflexe républicain des autres corps d'armée. C'était à mettre à l'actif de l'armée camerounaise. Bon, mais depuis lors, il n'y a pas eu quelque chose qui puisse permettre à l'ensemble des Camerounais de pouvoir avoir une confiance permanente pour notre armée et de pouvoir la prendre comme l'élément sécurisateur premier pour l'ensemble du territoire.
La crise de Bakassi a été un moment où la conscience nationale au niveau de l'armée a été éveillée. Bon, mais passé cette crise, il a fallu que les différents corps de l'armée tombent dans la léthargie et la recherche des intérêts et les intérêts égoïstes individuels égoïstes, disons plus ou moins honteux, qui ne vont pas dans le sens de la conscientisation de l'armée pour un objectif nationaliste souverainiste et naturellement encadrer la population au cas où il y a un danger en ce qui concerne la sécurité de la nation. Mais je voudrais quand même, on devrait quand même le relever. Hein. Oui. Je pense que les autres l'ont dit, mais peut-être pas de manière assez forte. La crise sécuritaire que nous vivons aujourd'hui, à nos frontières notamment, en partie du fait des situations un peu difficiles de certains pays voisins, fait en sorte que notre armée est en train de revenir c'est ce que j'ai dit. À ses missions naturelles, premières et républicaines, c'est-à-dire mobiliser l'ensemble de ses moyens, de ses ressources, en tout cas de l'essentiel de ses ressources, pour assurer la sécurité des frontières. Parce que le premier indicateur de la sécurité générale dans un pays, c'est que les frontières du pays, même si nous sommes des panafricanistes, les vrais panafricanistes, pas les panafricanistes qui défendent les dictateurs en disant qu'ils sont des panafricanistes, c'est de dire, si un État a des frontières, ceux qui doivent assurer l'intégrité du territoire, c'est l'armée, c'est-à-dire les forces de troisième catégorie. C'est pas... On appellerait chaque citoyen à dire aller sécuriser les frontières qui ne le ferait pas. Voilà. Donc, on va sortir de ce premier sujet en faisant des projections. Ce qui se passe du côté du Burkina Faso aujourd'hui, le retour de Michel Kafando, il faut dire qu'ils sont nombreux qui ont applaudi ce retour, estimant qu'on a assisté là à quelque chose de pratiquement, j'utilise les guillemets, bête de la part de ceux qui ont opéré, et notamment Diendéré et ses hommes. Aujourd'hui, en termes de projection, on peut dire vers où va le Burkina Faso, Anissé Kane? Mais en revenant en arrière, il faut dire que le projet de sortie de crise que Macky Sall était venu proposer à Kafando était bidon, complètement bidon. C'est un projet de la France-Afrique qui voulait en réalité remettre dans le jeu les Diendéré et compagnie. Je rappelle quand même que sous l'occupation française, les députés qui ont donné le plein pouvoir à Pétain pour gouverner la France ont été sortis des institutions et interdits de participer à la vie politique. De Gaulle, en Allemagne, les nazis, après la guerre, ont été refusés. Et donc, comment se fait-il que, quand ça concerne les nègres, on vient nous faire comprendre que non, les gens qui ont passé le temps à l'exclusion veulent des élections inclusives. En faisant une projection dans notre pays, c'est comme si demain, tous ceux qui ont détruit ce pays, qui ont volé l'argent du pays, qui ont dilapidé les ressources du pays, qui ont fait en sorte que les hôpitaux ne marchent pas, les écoles, on va en revenir tout à l'heure, ne soient pas l'école républicaine, demain, fort de cet argent, de ces privilèges, vont revenir sur le plateau, nous dire que non, il faut des élections inclusives. Il y a un film célèbre, Pas de pitié pour les salopards. Et c'est vrai pour un pays, il ne faut pas faire en sorte que ceux qui ont détruit le pays reviennent plus tard, complètement blanchis, et reviennent dans le jeu politique. Cela ne veut pas dire que on fait la chasse aux sorcières, pas du tout. Ce n'est pas la chasse aux sorcières, c'est remettre les points sur les i. Remettre, comme les Français disent, l'église au centre du village, que les autres avaient déplacé. Parce que l'intérêt supérieur d'un pays doit aller au-delà des individus. C'est pas parce qu'on est écarté. Malheureusement, dans le contexte africain, est-ce que, ou surtout dans le contexte de ce précaré ou de ces précarés français, est-ce que c'est envisageable? Pourquoi pas? Non, attends, moi je suis quand même. Hier dans, je crois que c'était sur l'une de vos antennes, moi je m'étonnais que des gens puissent décemment soutenir que
après que des citoyens aux mains nues se soient mis en face d'un gang, parce qu'il s'agissait d'un gang, hein, qui a remis en cause ce qu'on appelle La transition. non, même pas la transition, je parle d'octobre 2014, qui, la Constitution, peut-être qu'on ne l'explique pas suffisamment au Cameroun, peut-être nous qui avons fait le droit public, le droit constitutionnel à l'université, on sait ce que c'est que la valeur d'une Constitution pour une nation. La Constitution est la loi fondamentale d'un État. C'est la loi de laquelle dérivent toutes les autres lois. Et donc, lorsqu'on l'a adoptée, pour la modifier, il faut qu'il y ait des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas souvent les manipulations liées à la reproduction d'un individu ou bien d'un individu qui a dirigé le pays pendant 10, 20, 15 ans, 15-20 ans et qui estime que peut-être il n'avait pas su que 20 ans arriverait, ou 30 ans arriverait, ou 40 ans arriverait, il décide de modifier une disposition dans la Constitution qui limitait la durée du mandat présidentiel à un certain nombre d'années, x2, x3, parce que c'était le cas au Burkina Faso. Quand le peuple sort dans la rue pour dire non à cette affaire-là, vous attendez quand même, les gens normaux s'attendent à ce qu'une équipe de transition qui est mise en place, le premier acte qu'il posera, ce sera d'ouvrir le jeu pour que ces gens-là, qui estimaient qu'il n'y a personne qui peut, en dehors du président, du président pour lequel ils font les larbins, qu'on leur ouvre le passage comme ça pour que, avec tout l'argent volé, qu'ils reviennent reprendre le pouvoir comme si rien ne s'était passé. Non, il faut être conséquent. Il faut être conséquent, surtout quand il s'agit de la vie d'une nation. Parce que ce n'est pas la vie des individus. Et quand on a fini de dire ça, quand vous allez analyser, il s'agit de combien de personnes? Mais ils n'atteignent pas 100 personnes. Ben, pas du tout. Ces gars-là, parmi les parlementaires, ils sont environ 80. Et les autres, c'est les membres du gouvernement qui ont participé au Conseil des ministres, au cours duquel l'avant-projet, le projet de loi portant modification de la Constitution burkinabé avait été soumis à adopter. Eux, encore que chez eux là-bas, ils ont souvent le Conseil des ministres. C'est ces gens-là que la loi électorale qui a été adoptée par les institutions de transition, lesquelles institutions de transition n'ont pas été inventées, n'ont pas été créées par des étrangers. C'est constitué des Béninois, des Burkinabés. Ils ont décidé que, comme par exemple, nous, on peut mettre dans notre loi, d'ailleurs ça existe, comme monsieur qui a été, par exemple, condamné à une peine infamante, n'a pas le droit de participer à une élection, même s'il a déjà payé sa peine. Vous allez dire qu'on l'exclut du jeu politique. Donc, sur cette question-là, je pense que c'est là où je ne comprends pas du tout ce que c'est. Anissé dit c'était un protocole d'accord de la France-Afrique. Moi, je pense que c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Je crois que les gens servaient les amitiés de groupes sectaires. Protéger un certain nombre d'intérêts. Alors, groupes sectaires on va sortir. Qui ont ensemble qui partagent des intérêts. On sort avec vous, professeur Kankumo, les projections pour le Burkina. Je dois affirmer ici que lorsque le coup s'est produit, j'ai dit à des gens qui étaient avec moi ce jour-là que je doute fort que ce coup d'État réussisse. Et non, même s'il a réussi pour quelques jours. Oui, ça a réussi pour quelques jours, même jusque-là, même jusque-là. Et les faits m'ont donné raison. Et je voudrais dire une chose, c'est que au-delà de ce qui se passe au Burkina, il faut comprendre que lorsque les intérêts d'un peuple sont en jeu, ceux qui sont au-dessus du peuple et qui servent les intérêts d'autres, les intérêts extérieurs, ou d'autres intérêts, à un certain moment, il ne peut pas toujours réussir. J'ai été scandalisé du projet d'accord concordé par Macky Sall et Yahi Boni. Lorsque je les ai vus, je me suis dit que mais ceux-là, je doute fort qu'ils puissent réfléchir dans le sens... Était-il justement le bon médiateur? Était-il le bon médiateur dans cette affaire? Non, il n'était pas un bon médiateur. La seule chose... Malheureusement, je ne te coupe pas, professeur, de par leur position institutionnelle,
Il ne pouvait pas y avoir d'autre médiateur. exercice de la CEDEAO. L'autre était président en exercice de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale qui maintenant dans la configuration géopolitique africaine, on dit les crises dans les différents pays sont d'abord gérées par les pays de la sous-région. C'est pour ça qu'en Centrafrique, vous voyez, le Cameroun n'est pas en Centrafrique parce qu'on aime beaucoup les Centrafricains. C'est parce que nous sommes dans la CEMAC avec la Centrafrique et il y a un ensemble d'intérêts communs que nous gérons dans le cadre de... Mais la position de Macky Sall vis-à-vis de la France est une position en difficulté. Après, l'autre, Boni Yayi, il était déjà avant cette crise le médiateur dans le conflit entre un certain nombre d'acteurs de la transition et le groupe de Compaoré. Donc, il était naturel que ce soit eux qui viennent pour faire la médiation. Malheureusement, ils sont montrés partisans. Je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est une faiblesse. Je suis convaincu que si ces gens-là avaient envoyé leur ministre des Affaires étrangères, ils auraient mieux ils auraient fait un travail de professionnel et seraient revenus leur proposer, ou même en gérant comme les médiations se font, que nos présidents, ça m'a montré qu'ils sont des paresseux. C'est une parenthèse. Vraiment. Professeur Kankumo, pour la conclusion. Excuse-moi, professeur. Non, il n'y a pas de problème. Je disais que les choses auraient été mieux si ceux qui ont pris la peine de chercher à trouver une solution à ce problème avaient au moins une conviction de travailler pour l'intérêt des Burkinabés. Et Macky Sall et Boni Yayi avaient d'abord le souci d'arrondir les angles pour les putschistes et naturellement voir dans quelle mesure on pouvait intégrer les intérêts de leur ex-ami Compaoré. C'était d'abord ça leur souci. C'est-à-dire que ils ont mis de côté la révolte de la population en 2014 et ils ont mis de côté aussi l'objectif initial visé par cette révolution, c'est-à-dire exclure du jeu politique ceux-là qui sont à l'origine non seulement de l'asservissement du pays, mais encore du sous-développement de la population au Burkina. Parce que sous Blaise Compaoré, le pays ne s'est que très très mal porté. Avec Sankara, et je prends là des faits réels, sans avoir besoin de mendier un seul franc à l'étranger, Sankara a réussi à collecter de l'argent pendant sa période pour construire 40 km de voies ferrées. 40 km de voies ferrées. Il a réussi pendant cette période à faire comprendre aux Burkinabés que bien que pauvres, ils disposaient d'une certaine richesse et que leur richesse pouvait leur permettre de s'affranchir de la pesanteur de l'extérieur. Et il l'a fait. Et il disait, et c'est vrai, et on le voit, la morale du riche n'est pas la même que la morale du pauvre. Tout à fait. Et en cela, l'idéologie de Sankara, la mentalité de Sankara, les objectifs de Sankara, la vision de Sankara était une vision qui allait au-delà de la personne de l'Africain et qui mettait au défi l'Africain par rapport à l'Occident. C'est la raison pour laquelle il gênait l'Occident, parce que sa vision, si elle était incorporée dans l'ensemble de la population burkinabé et étendue à l'ensemble de l'Afrique, l'Occident devrait avoir d'énormes problèmes. À la vérité, il faut quand même dire que Déby et Bouhari se sont opposés à ce plan de Macky Sall. En même temps, il faut dire, on en a un peu parlé, il y a quand même des intérêts exogènes. La France veut exploiter l'or au Burkina. Et c'est même la raison pour laquelle... Non, ça c'est un fait. C'est une filiale d'Areva qui veut exploiter l'or au Burkina. Et il y a déjà la présidence des Sud-Africains, des Australiens. Oui. Et la situation, le fait qu'aujourd'hui intervienne cette phase de la révolution au Burkina pose des problèmes d'attribution de ces marchés-là. Il faut le dire. Il ne faut pas penser que la politique se fait en dehors des intérêts fondamentaux des gens qui entourent le Burkina. Encore que si la transition réussit, la France aura des difficultés à contrôler ceux qui prendront le pouvoir. Allez, voilà qui est dit, voilà qui nous permet, messieurs, sur ce plateau, de sortir de ce sujet et d'évoquer un autre qui n'est pas loin
de celui-ci, parce qu'on reste dans l'histoire. Je vais vous proposer, si la réalisation le permet, de suivre ce reportage. On parle du contenu des cours d'histoire dans l'enseignement au Cameroun. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso se retrouvera-t-il dans l'histoire enseignée au Burkina Faso dans 40, 50 ans? C'est l'interrogation qui nous permet de nous demander pourquoi un certain nombre de choses qui sont passées il y a 40, 50 ans dans notre pays ne se retrouvent pas dans nos contenus de cours d'histoire. Voici le reportage, il est signé Auréole Tchoumi. Année scolaire 2015-2016, et c'est reparti pour 9 longs mois de stagnation historique. 9 mois de cours qui racontent l'histoire d'un monde qui s'est arrêté de tourner. Un monde sombre, obscur, ténébreux. Un monde de guerre où les gens meurent, où personne ne ressuscite. Où les villes disparaissent complètement rayées de la surface du globe. Oui, c'est reparti pour 9 mois de contre-vérité, où ici et pas ailleurs, les lionceaux étudieront des histoires de chasse, bien conscients de ce que ces histoires sont rédigées par les chasseurs et leurs descendants. Qu'ils sont braves, nos enseignants d'histoire. C'est avec élégance qu'ils parleront de Kunta Kinte, de Gandhi, Gorbatchev, Roosevelt. Ils réciteront les histoires de la guerre froide, raconteront les étapes des guerres mondiales. N'oublieront pas de parler des découvertes scientifiques et techniques du 19e siècle et de leurs conséquences, du capitalisme, du socialisme, de l'impérialisme, du commerce transsaharien, de l'Égypte du Xe siècle et même avant, de la traite négrière, de la crise économique de 1929 et ses conséquences, la révolution russe, la révolution française, le plan Marshall, la Chine des traités inégaux, le Japon de l'ère Meiji et bien d'autres. Bravos enseignants d'histoire. Ils sont si forts, ces bibliothèques humaines, qu'ils n'oublieront pas de conter notre histoire. Ils parleront de la colonisation à travers les conquêtes et pénétrations européennes en Afrique septentrionale, orientale, méridionale, occidentale et centrale. Ils n'oublieront pas, ces enseignants d'histoire, la décolonisation, le traité germano-douala, la découverte du Rio dos Camaroes, les œuvres allemandes, françaises, espagnoles, hollandaises et anglaises au Cameroun. L'indépendance, la réunification et l'unification passeront en date, sans acteurs et sans événements. Qu'importe, l'histoire c'est l'histoire. La finalité de cette histoire, qui se raconte de génération en génération au Cameroun depuis le début des années 80, est de donner aux jeunes une plus grande conscience de leur identité. Ils doivent apprendre ces cours pour être des citoyens patriotes, éclairés, fiers de leur identité. Hélas, on n'a là qu'un sombre discours politique propre aux adeptes du renouveau. Oui, de quelle identité parle-t-on? De tout ce qui est énuméré supra, quelles leçons vont permettre de ressurgir l'orgueil et la fierté nationale? Quelles sont les batailles communes, les exploits de notre histoire collective qui réconfortent le sentiment de l'unité nationale? Pendant que le Cameroun traîne avec lui une carapace de tortue dont les partis représentent des villes pauvres, des capitales sans route, sans grands chantiers, sans usines, sans industrie nationale, véritable actrice de l'histoire collective, des villes et des capitales sans lumière, sans eau et sans marché, des fleuves non dragués depuis des lustres, dont la couleur de l'eau en surface reflète le sang des martyrs, coincés au fond, pieds enchaînés sur des blocs de pierre, et dont la mémoire est complètement effacée. D'autres pays voisins et même lointains battent des records et réécrivent leur histoire. Nos chers enseignants d'histoire le savent, l'Allemagne n'est plus celle d'Hitler. Les États-Unis, la France et l'Angleterre ne sont plus que des alliés de guerre. Ce sont de grosses puissances économiques qui font tourner les turbines du monde. Le Japon n'est plus à l'ère Meiji. On commémore chaque année la mémoire des disparus et leur sang retombe en pluie de parfums sur le pays pour faire de lui la première puissance technologique de la planète Terre. La Chine est passée à autre chose. Elle côtoie les cimes de l'économie mondiale. La Corée du Sud, hier, à genoux devant le palais présidentiel de Messa à Yaoundé, regarde le Cameroun aujourd'hui du haut de sa forteresse. Qu'on le veuille ou non, l'histoire des autres évolue inlassablement.
Chez nous, Ruben Oumniobé est mort en quelle année? Qui était-il? Que défendait-il? Où est né Amadou Ahidjo? Comment devient-il chef d'État? Quand meurt-il? Quelles sont les étapes qui ont conduit à l'unification? Comment est-on passé de République unie à République tout court? C'est quoi la tragédie du lac Nyos? L'histoire du 6 avril 1984, les villes mortes, la dévaluation du franc CFA. Les Camerounais de 2035 parleront avec aisance de Cristiano Ronaldo, du roi Pelé, d'Iguita, mais pas de Samuel Eto'o-Fils, Marc-Vivien Foué ou encore Joseph-Antoine Bell. Ainsi va l'histoire. Notre histoire, racontée au Cameroun sous l'égide des Français d'hier, pendant que les Mesmin Cangelieu et autres universitaires nationalistes s'égosillent sans reconnaissance officielle de l'État à retracer la nôtre. L'histoire vraie, telle que vécue hier et qui aujourd'hui effraie au plus haut point, jusqu'au sommet de l'État. Mais bon, que dire si ce n'est bonne année scolaire à nos chers élèves et bon vent aux braves enseignants d'histoire. Et bon vent au Royal Choumi à tous ces élèves qui ingurgiteront ce qui leur sera donné en termes de cours d'histoire. Et une fois encore, je voudrais présenter toutes mes excuses à tous les téléspectateurs pour cet accoutrement pas véritablement habituel. Il faut dire qu'en termes de vision et en termes de problème d'yeux, c'est pas la grande forme. Voilà la raison pour laquelle je me retrouve dans cette situation. Mille excuses. Dans ce nouveau look. Voilà, dans ce nouveau look qui donc nous espérons qu'il te passera assez vite. Moi, j'espère. Eric. On espère qu'il passera assez vite parce qu'il faut dire, je suis le premier mal à l'aise dans cette situation avec toutes les lumières. C'est difficile à gérer, mais il faut assumer. Le devoir. Voilà, le devoir. Alors, professeur Kankumo, vous avez suivi ce reportage décor planté par Oriol Choumi. Vous êtes historien. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? et géographe. Et géographe, justement. Vous pouvez être les deux à la fois. On est les deux Oui. en fait. Les deux. Ce que je sais, c'est que de tout temps et de tous les cieux, le système éducatif est le fondement du devenir politique, économique, social, culturel, scientifique et technologique pour toute nation digne de ce nom. Ce que je sais encore, c'est que c'est le système éducatif qui façonne le type de citoyen dont la société a besoin. Ce que je sais en plus, c'est que dans ce système éducatif, l'enseignement de l'histoire, de la vérité vraie, et j'insiste là-dessus, l'enseignement de l'histoire de la vérité vraie et non l'enseignement de l'histoire de la vérité falsifiée, est la soupape de la conscience nationale. Conscience nationale qui, naturellement, devient le levier ou le ferment de la recherche ou de la quête pour la souveraineté d'un État. Souveraineté sans laquelle aucun peuple, aucun État ne peut prétendre être libre. Or, le système éducatif, si on le prend simplement comme un maillon et non comme un socle dans l'évolution, dans la transformation, dans l'innovation d'un État, le système éducatif ne pourra pas atteindre le rôle qui lui est dévolu. Et ce système éducatif relève du politique. C'est le politique qui fixe le cap. C'est le politique qui fixe le contenu. C'est le politique qui donne les orientations. C'est le politique qui met les moyens. Si le politique est défaillant, il est tout à fait normal que le système éducatif soit branlant. Et là, partant de cette assertion,
Le politique, de quoi a-t-il peur? Pourquoi est-ce qu'un certain nombre d'éléments historiques du Cameroun ne se retrouvent pas dans le manuel ou dans les manuels d'histoire au Cameroun? Je pense que le professeur Kamkibo l'a dit un peu de cette manière. L'histoire, Qu'est-ce qu'il y a caché? l'histoire n'est jamais neutre. La manière dont on raconte une histoire. C'est exactement comme nous-mêmes journalistes là. Hein. Il faut pas. Moi, je fais partie de ceux, même si j'insiste en tant que dirigeant et leader syndical ou associatif dans le secteur, que les faits, on doit se battre pour que les faits que nous rapportons soient toujours suffisamment crédibles, parce que nous n'en fabriquons pas. Par contre, on sélectionne toujours les faits. Ça, c'est l'une des exigences même de ce métier. Et donc, on ne sélectionne pas les faits de manière neutre. Moi, quand je couvre un événement, c'est en fonction de la perception que je veux que le public ait de cet événement-là, sauf si je suis en train de faire la communication, la propagande. Si je ne suis pas en train de faire la communication, et ce n'est pas mon job, c'est le job des services commerciaux et consorts, je choisis les éléments, quand j'ai collecté ceux que je mets à la discussion publique, sont en fonction de l'idée que je me fais de la société, de l'idée que je me fais de la compréhension que je veux, comme le public ait de chaque événement. L'histoire de notre pays, et toutes les histoires sont écrites comme ça. Malheureusement, il n'y a jamais un référendum pour décider de ce qu'on va mettre dans les programmes scolaires dans les pays comme les nôtres. Mais l'histoire de notre pays, on en discutait il y a, dans le sujet précédent, est victime du système qui a pris le contrôle de la puissance qui décide du devenir du pays. Cette puissance-là, c'est quoi? C'est la puissance publique étatique. Elle est contrôlée par un groupe politique qui ne s'est jamais battu pour que le Camerounais soit valorisé dans ce qu'il a de dans ce qu'il a d'abord d'authentique, dans ce qu'il a de commun, et dans ce qu'il a de meilleur pour se projeter dans un monde qui, forcément, il est ouvert. Donc, je ne suis pas du tout étonné que tant que ce système-là est en place, l'histoire du Cameroun aura de la peine, l'histoire officielle, écrite et enseignée, aura de la peine à refléter tous les combats, toute l'histoire, j'allais dire, nationaliste, l'histoire de la diversité de notre peuple, de notre culture, l'histoire vraie. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas penser que l'histoire du Cameroun changera et sera écrite autrement par le groupe qui contrôle les institutions publiques. Parce que le comité qui sélectionne les ouvrages, le manuel scolaire, est un comité, on prétend que c'est un comité scientifique, il n'est pas scientifique du tout. Voilà. Il n'est pas scientifique du tout. Mais avant de donner la parole à Anissé Kane, professeur Kankumo, pourquoi est-ce que vous enseignez cette histoire tronquée ou alors cette histoire incomplète aux jeunes? Il enseigne sur la base des manuels qu'on lui impose. Je vais vous confesser une vérité. Je suis l'un des rares enseignants qui va à contre-courant. Si j'avais pensé un seul moment qu'on serait arrivé à là, je vous aurais apporté quelques manuels que moi j'ai écrits. J'enseigne depuis que, et il faut mettre ça au moins à l'actif du renouveau, j'enseigne depuis 82 l'histoire vraie. Parce que au moins, Paul Biya a ouvert une brèche que beaucoup d'enseignants ont refusé de s'y engouffrer. Le véritable problème au Cameroun, c'est quoi? C'est que, comme vient de dire mon vis-à-vis, Alex, l'enseignement de l'histoire est étroitement lié à la position émise par le politique, le contrôle du politique dans l'enseignement de l'histoire. Pourquoi? Parce que ce politique dépend de la France. Et la France était la première à faire en sorte qu'on puisse faire table rase de l'histoire vraie du Cameroun sous
colonisation française. Les gens racontent que la France et que le Cameroun n'a pas été une colonie française. Ça, c'est la théorie. C'est théorique. La France a Ah, donné le Cameroun comme une colonie. la France a donné Et même disons, pire que certaines colonies. une terminologie propre au Cameroun. Mais dans la réalité, la France a traité le Cameroun comme n'importe quelle vulgaire colonie de l'Afrique noire. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le Cameroun a un statut international, entre guillemets, donné par la Société des SDN Nations. et l'ONU. Mais dans l'effectivité de la vie pratique et de la vie quotidienne, le Cameroun est traité comme n'importe quelle colonie de l'Afrique noire. Et pour le Cameroun, la France a été extrêmement vicieuse. Et moi, personnellement, j'en voudrais toujours à la France d'avoir fait du Cameroun disons, un territoire extrêmement dépendant des caprices de la France. De la Et métropole. et dans ce cas, pour achever, l'enseignement de l'histoire au Cameroun est vicié parce que le politique dépendant de la colonisation ou de la métropole ne veut pas qu'on puisse dire la vérité des faits sous la colonisation. Alors, Le politique issu de la colonisation, c'est-à-dire en tant que valet, en tant les que bons élèves. serviteur de la colonisation, ne veut pas qu'on puisse dire la vérité quant à sa participation et quant à ses orientations pour l'émancipation du Cameroun. Aïdjo n'aurait jamais. Je vais me tourner justement vers M. Kananissé. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que les jeunes sachent dans leur histoire? Mais pour ce, quand Kumo a tout dit, vous voyez, je suis allé regarder le programme d'histoire. On enseigne du CE1 en seconde. En seconde, il n'y a pratiquement plus d'histoire. Il y a 7 pages d'histoire Si le Cameroun. contemporaine sur l'indépendance et la décolonisation. 7 pages. 7 pages avec illustration. Et quand on voit ces pages, c'est à peine des pages pleines. Il n'y a rien en réalité sur l'histoire de la colonisation, de la décolonisation. Mais sur la préhistoire, sur les premiers habitants du Cameroun, sur la guerre mondiale, sur la muraille de La Chine, l'ère médiévale. etc. Première chose. Deuxième chose, il y a un formatage extraordinaire. Je suis tombé sur l'histoire de CE2 où on parle de Oumyobé. Voilà comment on décrit Oumyobé. Un homme politique hostile à tout compromis. Voilà la description d'Oumyobé. Alors que la politique de la main tendue de l'UPC était quelque chose de fondamental dans toute la démarche de l'UPC. Un homme hostile à tout compromis. Tout compromis. Et quand j'entends cela, quand je dis cela, je mets en parallèle avec un ministre français qui déclare à France 24 que le péché de la transition, c'est la dérive sankariste. Aller déterrer des corps, etc. Voilà le formatage de l'histoire de notre pays. Vous posez la question aujourd'hui à un jeune Camerounais qui a 20 ans, vous lui dites, mais comment s'est passée la transition démocratique au Cameroun? Rien du tout. Rien. Comment peut-on construire le Cameroun de demain sans qu'il ait une certaine maîtrise de l'évolution de la société contemporaine camerounaise? Tout cela, c'est politique. C'est-à-dire que on construit le Cameroun et les Camerounais pour asseoir une domination philosophique qui fasse en sorte que les Camerounais de demain et ceux d'aujourd'hui soient des Camerounais manipulables à souhait parce que non informés, aucune conscience politique. Voilà. Vous vous imaginez, On va sortir. oui, je vais sortir de là, que si vous prenez un jeune Camerounais qui fait ses études primaires, secondaires en France, compte tenu de l'ouverture qu'il y a dans ces pays, il connaît mieux l'histoire de son pays que celui qui a fait tout son enseignement au Cameroun. C'est extraordinaire, c'est impensable. Moi, c'est Quand j'ai- l'Internet qui m'a fait découvrir un certain Quand nombre j'ai de feuilleté histoires. cela, je dis, mais il y a quand même un problème. Comment font-ils, les professeurs d'histoire? La petite anecdote que je voulais raconter ici, il est décédé Très rapidement, on va très rapidement, sortir. perd son âme. Notre camarade Kouiché Jean Bosco était
j'étais professeur de mathématiques ici en Cameroun dans les années 75. Parce que lors d'un cours de mathématiques, un élève lui a posé la question sur Oumyobé. Il a fait plusieurs années de prison dans des camps de concentration vers les années 75. Parce qu'il a répondu à une question sur Oumyobé. Voilà qui est dit. Allez, merci, messieurs. Malheureusement, le temps nous imparti est arrivé à son terme. Allez, qu'est-ce qu'il va vite ce temps. Merci une fois encore d'être venu. Forcément, c'est un sujet sur lequel nous nous étalerons bien longuement. On va dire merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous à la maison de nous avoir regardés, en espérant pour moi vous retrouver mercredi prochain en meilleure forme. Allez, au revoir, très bonne semaine à tous. Merci. Regard social. Des moments de partage et d'émotion à travers des cas sociaux. Regard social, c'est l'éclairage des experts pour une société meilleure. Retrouvez Eric Kwamo tous les jeudis à partir de 20h45 sur Equinox Télévision. Regard social. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Entre témoignages et réactions, le débat. Je connais une dame qui a vécu avec un homme 15 ans. Ils ont eu 3 enfants. Il a abandonné pour épouser une dame, une jeune fille. Il a rencontré, ça faisait même pas 3 mois. Il épousait cette fille. Parole de femme. Il y a les messieurs qui ont pris des femmes, ils ont mangé là ensemble. Mais dès que le monsieur chute, le travail fini, la dame tout le départ. Le viol reste, donc elle reste là, elle est esclave. Le sexe, le travail, tout, c'est elle qui assume. Ce n'est pas naturel, mais la nature a été faite comme ça. Parole de femme. Toute femme, quelle qu'elle soit, aspire au mariage. Ah oui. Il y en a que je connais qui sont bien dans la société, qui sont des cadres, des directrices. À un certain âge, elles se retrouvent là, coincées. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Même le vieux reste là, il n'y a même plus moyen. Femme, vous avez désormais votre tribune. Mon mari ne me trompe pas et moi, pareil. Dites-moi. S'il y a amour vraiment, c'est mieux de s'étudier. Un matin, quelqu'un qui vous dit, ok, écoute chérie, je t'aime plus, je vais me mettre avec quelqu'un d'autre. Après 9 ans de vie, avec des enfants, c'est comme si on avait pressé une orange, d'avoir extrait tout le jus, mâché les pépins et jeté simplement la carcasse. Parole de femme. C'est tous les mardis 20h45 sur Equinox Télévision.
Mais qu'est-il arrivé à Karim, chérie? Oh, rien de grave. Mais comment rien de grave? Mais j'attendais à parler pourtant avec lui et il semble que quelque chose de mal lui soit